and gentlemen, we now have the honour of hearing from our next speaker. He is a distinguished international and human rights lawyer. He has served as the legal advisor to the late Chilean President Salvador Allende and has also defended both the NCRI and the MEK in their cases in the courts. Mr. Juan Garces. دکتر خوان گارسس، حقوقدان برجسته بین المللی و مشاور سیاسی سالوادور آلنده، رئیس جمهور فقید شیلی. جنایاتی که در ایران انجام شدند به عنوان جنایات علیه بشریت شناخته شدند. اینها جنایاتی هستند که شامل مرور زمان نمی شوند و امیدوارم و آرزو می کنم که روزی برسد که ایرانیان نیز شاهد عدالت باشند. Madame Rassadi, chers collègues, chers amis de Rachraf 1, Rachraf 2, Rachraf 3. Je suis ému de cette rencontre où les très brillants expositeurs m'ont précédé, mais je voudrais reprendre 2 points de l'intervention d'hier de Mme Rajaoui, parce qu'entre-temps, aujourd'hui, du droit international, il est impossible de parler de la communauté internationale qui est à l'origine de ces droits, et en particulier du droit international aujourd'hui en vigueur, dont les racines se trouvent en pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc l'une de ces étapes passe justement par Téhéran, année 1943. Les chefs d'État des États-Unis, de la Russie, de la Grande-Bretagne se réunissent à Téhéran. Et ils prennent des accords qui ont par la suite été développés dans d'autres conférences internationales et qui sont à la base du monde d'aujourd'hui, de l'ordre international d'aujourd'hui. Et l'un des accords de Téhéran en 1943, c'est la garantie des 3 puissances à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégralité du territoire de l'Iran, 1943. Eh bien, hier on a parlé du docteur Mossadegh. Je veux rendre hommage aujourd'hui au docteur Mossadegh, car 10 ans après cette rencontre à Téhéran, il a eu une intervention qui a changé l'histoire de l'Iran. Et ce qui se passe aujourd'hui en Iran a ses racines dans cette intervention, dans les affaires internes de l'Iran. On ne sait pas ce qui aurait été l'avenir de l'Iran si cette intervention n'avait pas eu lieu. Mais elle est intervenue. Et les conséquences longues et profondes dans la réalité iranienne sont encore présentes aujourd'hui. Je vais me référer également à une autre conférence internationale à Téhéran, quelques années après, 1968, conférence des Nations Unies sur les droits humains. Et là, si vous lisez les comptes rendus de cette conférence, vous trouverez là les racines des 10 points qui ont été développés et exposés hier par Mme Rajaoui et aujourd'hui encore. Ces 10 points, les racines sont là, à la conférence de Téhéran de 1968. Vous étiez très jeune, certainement, votre génération, mais c'est cette génération qui s'est soulevée quelques années plus tard, en 1979, contre le régime dictatorial existant en Iran. L'histoire est connue et nous devons nous référer aux conséquences de cette évolution pour les droits humains en Iran. J'ai eu le plaisir et la satisfaction de
trouver, disons, de chercher une cour de justice. Car les principes sont là. C'est les principes du tribunal de Nuremberg, c'est la Convention internationale des droits de l'homme, c'est la Convention contre le génocide, ce sont les accords contre les crimes de guerre. Mais où est une cour de justice où ces droits puissent être invoqués et appliqués aux infracteurs de ces normes internationales? Eh bien, j'ai eu l'occasion et le plaisir de trouver une cour de justice qui s'est appliquée à mener une recherche sur les crimes qui étaient en train d'être commis contre les Iraniens réfugiés en Irak et les crimes qui étaient commis par une puissance non iranienne, c'est-à-dire par des autorités de l'Irak, les années 2009, 2010, 2011. Et la Cour espagnole, sous le principe de la juridiction universelle qui était alors en vigueur en Espagne, a accueilli cette plainte. L'enquête a été développée, des témoins sont venus témoigner et des preuves des crimes commis, crimes de guerre, car le réfugié à Ashraf était sous la protection de la 4e Convention de Genève. Donc c'était des crimes de guerre qui étaient en cours d'être commis. Et ces preuves-là ont été réunies et la Cour a trouvé qu'il s'agissait des crimes, je veux dire littéralement le raisonnement juridique de la résolution du 15 juin 2015. On a trouvé que les éléments de preuve qui étaient réunis constituaient un crime contre la communauté internationale. En concours avec 11 crimes d'assassinat, 480 crimes de blessures graves, 36 crimes de détention illégale et de torture, ainsi que le crime de dommages ayant violé la Convention de Genève 4 relative à la protection des civils en temps de guerre, ratifiée par l'Espagne et l'Irak, ainsi que son protocole numéro 1. Les faits en question à l'origine de cette plainte étaient survenus le 28 juillet 2009, à partir de 15 heures. Et le 29 juillet 2009, les jours suivants, 2000 soldats de la 9e brigade BAD, les forces spéciales de la brigade Scorpion de Bagdad, et les 2e et 3e bataillons de police et de gendarmerie, la police anti-émeute, dans une action délibérée et planifiée sous le commandement de l'accusé, le général des corps d'armée à Chamari, équipé de véhicules blindés Humvee, des pelles, d'armes à feu, des haches, des bâtons en métal et du bois, des chaînes, des gaz poivrés et lacrymogènes, des grenades soniques, des réservoirs d'eau et d'autres véhicules ont lancé un assaut contre les résidents civils non armés du camp d'Ashraf, tirant sans discrimination sur des personnes protégées par la 4e Convention de Genève, tuant 11 personnes et en arrêtant 36. Alors, la Cour d'assises espagnole s'est adressée à la Cour suprême de l'Espagne, lui demandant l'autorisation de poursuivre l'enquête dans la mesure où en Irak, les territoires où les faits étaient survenus n'avaient pas mené une enquête effective malgré les exhortations successives de la Cour espagnole. Mais voilà que lorsqu'on était à ce stade de la recherche, où pour la première fois, je crois, dans une cour de justice, la question de si ces faits-là et le contexte par rapport à ce qui s'était passé dans les années 80 en Iran constituaient des éléments des génocides, étant donné la composante du groupe national différencié des victimes et également la composante religieuse de ces groupes, des groupes de victimes, si la Convention contre le génocide s'appliquait
à ces faits-là. Et à ce moment-là, intervient à nouveau un facteur international. 3 puissances étrangères, dont je ne ferai pas mention du nom, interviennent et font pression sur l'exécutif espagnol et sur le Parlement espagnol pour modifier la loi interne sur la juridiction internationale, sur la juridiction universelle. Et cette modification signifie que l'Espagne ne pourra poursuivre ces crimes-là que si le perpétrateur présumé se trouve dans le territoire espagnol. Bien entendu, le perpétrateur s'est trouvé en Irak, donc à ce moment-là, l'enquête s'est suspendue provisoirement aussi longtemps que le perpétrateur n'entrerait pas en Espagne. Ce qui signifie que si demain ils entrent en Espagne, et nous le savons, et nous l'apprenons, et le portons à la connaissance de la Cour, le dossier sera rouvert et l'action judiciaire se poursuivra. Maintenant, une réflexion optimiste, car il faut toujours, n'est-ce pas, pour penser que les choses peuvent changer. Nous sommes dans une circonstance internationale très difficile, tout le monde le sait, mais il y a des éléments positifs qui font penser que les crimes qui ont été commis en Iran et qui continuent à être commis pourraient un jour trouver une cour de justice devant laquelle les responsables pourraient être jugés, accusés et jugés. Je pense particulièrement aux dernières décisions de la Cour pénale internationale qui a ouvert des enquêtes pour des crimes de guerre commis sur le territoire européen pour la première fois. Et la Cour pénale internationale a ouvert également une enquête pour des crimes de guerre commis sur le territoire de la Palestine. Ce sont des faits nouveaux d'une grande portée et d'un grand courage de la part d'un tribunal international. Il y a également un fait positif qui est survenu ces derniers mois, c'est que la Cour internationale de justice a accepté d'ouvrir une enquête sur les indices d'un probable génocide qui est en train de se produire sur le territoire de Palestine. Donc, la Convention contre le génocide, les normes contre le droit, contre les crimes de guerre sont aujourd'hui, disons, au niveau le plus élevé de la justice internationale. Les crimes qui ont été commis en Iran, ce sont des crimes qui ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Les rapporteurs des Nations Unies parlent aujourd'hui également de la possibilité que les éléments constitutifs de la Convention de Genève soient présents dans les faits en question. Ce sont des crimes, comme a été dit tout à l'heure, qui ne sont pas soumis à la prescription. Et par conséquent, c'est une question de temps que les conditions nationales ou internationales puissent permettre à l'ouverture des dossiers pour poursuivre ces crimes-là. Entre-temps, cela a déjà été dit, nous l'avons fait, c'est qu'il faut se réunir les évidences et pouvoir un jour les produire devant un tribunal compétent pour les juger. Et c'est donc dans cette perspective des possibilités positives qui s'ouvrent malheureusement dans des circonstances de crimes, car finalement le droit pénal international évolue en vertu et en parallèle aux grands crimes, n'est-ce pas? Mais finalement, ces crimes-là sont tellement évidents et les conséquences sont tellement graves que les droits évoluent, des tribunaux finalement s'ouvrent ou sont créés, comme a été évoqué tout à l'heure par l'un d'une autorité qui m'a précédé, et j'espère et je souhaite que le jour viendra où également les Iraniens trouveront justice devant une cour de justice.